comment est-ce qu'on peut prouver son identité sans passeport ou signer un contrat sans passer par un avocat? Eh bien, c'est un peu la promesse des blockchains, comme Ethereum. Aujourd'hui, on va décortiquer les deux piliers de cette petite révolution. D'un côté, la cryptographie qui vient sécuriser chaque transaction, et de l'autre, les smart contracts, ce fameux code qui s'exécute tout seul. En fait, tout commence par une question vraiment fondamentale. Dans un système sans banque, sans gouvernement, bref, sans autorité centrale pour tout vérifier, comment être certain qu'une transaction est bien légitime? C'est précisément ce défi que la blockchain vient relever, et son arme secrète, c'est la cryptographie. Alors voici notre parcours du jour. On va commencer par les fondations, les bases de la confiance numérique. Ensuite, on explorera ce fameux duo clé privée/clé publique. On verra juste après les maths un peu magiques qui sécurisent le tout, avant de plonger dans les smart contracts et leur application la plus connue, les tokens. Jusqu'à maintenant, la confiance, elle reposait toujours sur des intermédiaires, les banques, les notaires, les États. La grande révolution de la blockchain, c'est de dire « stop », on met tout ça de côté. On remplace cette confiance centralisée par une confiance qui est distribuée, qui ne se fonde plus sur des institutions, mais sur la certitude froide et implacable des mathématiques. C'est vraiment le cœur du problème. Si n'importe qui peut envoyer une transaction, comment est-ce qu'on empêche la fraude? Comment être sûr que la personne qui envoie de l'argent en est bien la propriétaire? La réponse, elle se trouve dans un domaine fascinant des maths, la cryptographie. Bon, alors comment on résout ce casse-tête de la confiance? La première pièce maîtresse de la solution, c'est ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. L'idée est à la fois toute simple et absolument géniale. Au lieu d'utiliser une seule clé, on va en utiliser une paire, deux clés qui sont liées mathématiquement. Le point crucial à comprendre, c'est le suivant. Ces deux clés sont liées, oui, mais il est impossible de deviner la clé privée à partir de la clé publique. L'une est un secret absolu, gardé précieusement, tandis que l'autre peut être partagée avec le monde entier sans le moindre risque. Cette petite histoire illustre parfaitement le concept. Imaginez Alice qui distribue des cadenas ouverts à qui veut. N'importe qui, comme Bob, peut en prendre un, fermer une valise avec et la lui envoyer. Mais voilà le truc, une fois que la valise est fermée, seule Alice, qui possède la clé unique et secrète, peut l'ouvrir. C'est simple, c'est élégant et c'est incroyablement sécurisé. Maintenant, appliquons cette idée à la blockchain. La clé privée, c'est comme une signature numérique infalsifiable. Elle prouve que c'est bien le propriétaire qui autorise une transaction. Et la clé publique, elle, permet à n'importe qui sur le réseau de vérifier que la signature est valide sans jamais, au grand jamais, révéler le secret. C'est ce mécanisme qui garantit que seuls les propriétaires légitimes peuvent dépenser leurs fonds. Ok, passons un peu à la mécanique interne. Comment est-ce qu'on crée concrètement cette signature numérique? Eh bien, les blockchains comme Bitcoin et Ethereum utilisent un algorithme bien spécifique, qui est basé sur une branche des mathématiques qu'on appelle les courbes elliptiques. Le principe de sécurité de tout ça repose sur ce qu'on appelle une fonction de trappe. Imaginez que vous cassez un œuf. C'est super facile à faire. Par contre, essayer de reconstituer l'œuf à partir des morceaux, c'est mission impossible. Eh bien, la cryptographie a besoin d'une opération mathématique qui fonctionne exactement pareil, simple dans un sens, mais impossible dans l'autre. Cet algorithme, il a un nom. C'est ECDSA, pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. C'est le standard de l'industrie, le gardien cryptographique qui protège les actifs sur les plus grandes blockchains du monde. Rien que ça. Alors, comment ça marche? En gros, imaginez un point de départ fixe sur cette courbe qu'on appelle G. La clé privée, c'est juste un très très grand nombre secret. Pour créer la clé publique, on multiplie ce point G par la clé privée, ce qui nous donne un nouveau point sur la courbe. Ça, c'est l'opération facile. Mais là où la magie opère, c'est que si on ne connaît que le point de départ et le point d'arrivée, il est mathématiquement impossible de retrouver le nombre secret, la clé privée. C'est ce qu'on appelle le problème du logarithme discret et c'est ça le fondement de toute la sécurité. Et attention, cette courbe, ce n'est pas juste un concept abstrait, hein. Bitcoin et Ethereum utilisent une spécification très précise qui s'appelle SecP 256K1. C'est une norme qui a été choisie pour son équilibre parfait entre un niveau de sécurité qui est extrêmement élevé et une efficacité de calcul qui est optimale. Parfait. Maintenant qu'on a établi la confiance avec des signatures inviolables, Ethereum va beaucoup plus loin. Et si une signature pouvait faire plus que simplement transférer de l'argent? Et si elle pouvait déclencher l'exécution d'un programme, d'un contrat automatique? C'est exactement l'idée derrière les smart contracts. Un smart contract, c'est tout simplement du code qui vit sur la blockchain. Une fois qu'il y est, il est immuable et transparent pour tout le monde. Il exécute automatiquement les termes d'un accord. Pensez à un distributeur automatique. On met une pièce, c'est la condition, et il donne une boisson, c'est le résultat. Tout ça sans avoir besoin d'un vendeur.
Pour faire tourner ces contrats, Ethereum s'appuie sur 3 éléments clés. D'abord, l'EVM, ou machine virtuelle Ethereum. C'est un peu comme un ordinateur mondial décentralisé, partagé par tout le réseau. Ensuite, on écrit les programmes pour cet ordinateur avec un langage comme Solidity. Et enfin, pour éviter que des programmes mal codés ne tournent en boucle et saturent le réseau, chaque opération a un coût en gaz. C'est une sorte de carburant qu'on paye pour le temps de calcul utilisé. Ce schéma, il illustre parfaitement ce cycle de vie. Tout commence par la phase de création du code. Une fois qu'il est testé, il est déployé sur la blockchain et il entre dans une phase d'attente. L'exécution, elle, est déclenchée par une transaction. Là, le code est interprété par l'EVM sur tout le réseau. Et pour finir, la finalisation enregistre le résultat de manière permanente et immuable dans un nouveau bloc de la chaîne. On arrive maintenant à l'application la plus célèbre des smart contracts, les tokens. Qu'on parle de finances décentralisées ou de NFT, il faut savoir qu'un token n'est rien d'autre qu'un smart contract qui respecte un cahier des charges bien précis, un standard commun. Ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. Un token, ce n'est pas un objet magique qui flotte dans le cyberespace. C'est un smart contract qui implémente un ensemble de règles et de fonctions standardisées. Et c'est cette standardisation qui permet à tous les portefeuilles, à toutes les plateformes d'échange et aux autres applications de savoir exactement comment interagir avec n'importe quel token qui respecte ce standard. Les 2 standards les plus connus, ce sont l'ERC20 et l'ERC721. L'ERC20 définit les tokens fongibles. Fongible, ça veut dire interchangeable. 1 euro en vaut un autre. C'est donc parfait pour les monnaies. De l'autre côté, l'ERC721, lui, définit les tokens non fongibles, les fameux NFT. Là, chaque token est unique et indivisible. C'est l'outil parfait pour représenter la propriété d'un objet unique, qu'il soit numérique ou même physique. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. Que ce soit pour signer une simple transaction, exécuter un smart contract super complexe ou posséder un token unique, le pouvoir ultime, il réside dans la clé privée. C'est elle, la source du contrôle et de la souveraineté d'utilisateur dans tout cet écosystème. Voilà, on a vu comment la cryptographie crée la confiance et comment les smart contracts automatisent les accords. La grande question qui se pose maintenant, c'est jusqu'où cette technologie peut-elle nous mener ? Quand le code devient la loi, ça ouvre des possibilités immenses, c'est sûr, mais ça impose aussi de toutes nouvelles responsabilités. Le futur de nombreux secteurs pourrait bien être en train de s'écrire en Solidity.